Bonjour et bienvenue à Marseille pour la première étape de Tech for Future, le Tour de France organisé par la Tribune depuis plus de 11 ans dans les territoires afin de dénicher les meilleures innovations et les pépites. Tech for Future, c'est le nouveau nom de 10 000 startups qui est devenu au fil du temps le plus grand concours tech de France et qui a eu comme lauréat par exemple Exotech, Doctolib ou ManoMano. Alors évidemment, être dans les territoires, c'est aussi une question de parler d'innovation, de savoir comment ça se déroule. Et à Marseille, nous allons essayer de tenter de répondre à une question dans les minutes qui suivent avec nos intervenants sur l'innovation est-elle un levier suffisant pour la réindustrialisation ? Vaste débat, je l'espère en tout cas, avec nos intervenants. Laurence Olivier, bonjour, vous êtes la directrice générale de Marseille Innovation. Bonjour Laurence. À vos côtés, Pierre-Emmanuel Casanova, représentant de la French Tech ex-Marseille. Région Sud, ça va, je l'ai bien dit. Et également cofondateur et dirigeant d'Easy Labs. À vos côtés, Ahmed Smali, vous êtes le cofondateur de Geno. Bonjour. Et à vos côtés, dernier intervenant, Guillaume Fievé, vous êtes le dirigeant de la Compagnie du Midi, de la Savonnerie du Midi notamment. Et on va en parler assez rapidement avec vous. Bonjour. La réindustrialisation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près une enveloppe de 56 millions d'euros qui a été donnée par le plan France Relance, un plan qui a aidé des PME du territoire, dont la Compagnie du Midi que vous dirigez, Guillaume Fievé. Ça a servi à quoi ? Et est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de réindustrialiser, sachant que vous avez déjà fait un acte de réindustrialisation il y a quelques années, quand on ne parlait pas encore d'industrie souveraine ? Tout à fait. Donc, la Savonnerie du Midi, c'est un vieil établissement puisqu'il a été fondé en 1894. Et notre PME familiale l'a acheté en 2013. Et quand on l'a racheté, le procédé de fabrication au chaudron avait été éteint 20 ans auparavant. Donc, on a eu une phase de travaux entre 2015, 2014 et 2019, de travaux lourds de réindustrialisation, de relocalisation. C'est aussi pour ça que je ne veux pas opposer tradition et innovation. À une époque, donc tous ces travaux ont eu lieu à une époque où les consommateurs, ou une partie des consommateurs commençaient à être très sensibles à la fabrication locale française, mais à une époque où on n'avait pas encore traversé les différentes crises sanitaires ou de matières premières ou d'énergie. Donc on a eu cette première phase de réindustrialisation. Pendant la période de crise, on a aussi bénéficié du plan France Relance. Alors pour une ligne de conditionnement, là on est en cours de travaux, qui va permettre de fabriquer des produits avec des emballages beaucoup plus écologiques, en particulier en bois de carton. Alors après, est-ce que c'est plus facile ou pas ? Là, je pense qu'il y a une tendance de fond sur la fabrication française et même la fabrication à Marseille, intramuros ou en Provence. Il y a un écosystème aussi qui s'est amélioré. On a de plus en plus conscience, que ce soit administration ou consommateur, de cette nécessité de se réapproprier des savoir-faire ou de se réapproprier des productions locales. Après, on reste confronté à des difficultés importantes, en particulier en ce moment sur les prix des matières premières ou sur les prix de l'énergie, qui font que nos coûts de production restent plus élevés que des produits importés. Et donc là, ça reste encore ça peut freiner un peu l'industrialisation. Challenge important. Voilà. Peut-être même une question pour Pierre-Emmanuel Casanova. Outre le fait d'être à la French Tech, d'être représentant de la French Tech, vous êtes aussi le dirigeant d'Easy Labs. Même question, est-ce que Easy Labs créé il y a à peu près 10 ans, est-ce que c'était plus facile, ce serait plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Alors, c'est vrai que là, en tant que fondateur de la société, petit rappel, peut-être nous à Easy Labs, on a développé une solution nouvelle de stockage et de transport d'hydrogène. L'hydrogène est un gaz, un vecteur énergétique d'avenir, mais la grande problématique est justement cet état gazeux. Donc ce que nous avons développé, c'est que nous l'emprisonnons dans une espèce d'éponge liquide. Et cette éponge liquide va permettre d'utiliser toutes les infrastructures déjà existantes pour le carburant conventionnel et donc du coup pouvoir transporter un carburant d'avenir, enfin un vecteur énergétique d'avenir en s'appuyant sur des infrastructures déjà existantes. Ça nous permet en fait de limiter l'impact, qu'il soit sociétal ou en termes d'investissement sur le déploiement de solutions hydrogène. Donc c'est vrai que nous on est complètement une technologie industrielle, on a vocation il y a 10 ans à implémenter massivement cette solution.
Il y a quelques années, il y a 10 ans, quand on venait voir un petit peu les acteurs du financement ou les acteurs industriels, il y avait cette vision un peu lointaine de dire tiens, je vais arriver sur un marché dans 10-15 ans. Et on nous regardait un petit peu avec les gros yeux en disant oula, attendez, c'était vraiment la tendance à l'époque du numérique, donc on savait accélérer les startups du numérique. Et tant mieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment des très très belles réussites au niveau national. Mais aujourd'hui, on commence à réaliser, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, et je pense que c'est parce que aussi nous sommes battus pour ça, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que French Tech, pour aussi faire comprendre que l'industrie a tout son rôle à jouer dans ce domaine, sur les territoires, sur nos territoires. Et c'est ce changement, en fait, j'ai envie de dire, d'écoute, de bienveillance qu'on a pu voir ces dernières années. Et là, je le vois aussi au niveau de la French Tech. On voit de plus en plus de boîtes qui arrivent et qui ont cette volonté, avec une niaque, vraiment, de développer des technologies et de développer des solutions industrielles. Ce qui, à l'époque, était... Peut-être il y avait un peu une petite frayeur, ils hésitaient davantage. C'était pas une priorité. C'était pas une priorité également, et surtout on n'avait pas cette vision assez nationale et européenne. En tout cas, pas perçue comme une priorité. Exactement. C'est pas de dire que ça n'en était pas une. Même question pour Laurence Olivier à Marseille Innovation. Vous avez des startups de tout secteur. Sur l'industrie, vous voyez arriver plus de startups industrielles aujourd'hui qu'avant la crise ? Alors oui, à Marseille Innovation, il y a un avant et un après, qui je pense s'explique par plusieurs raisons, notamment les incitations. Aujourd'hui faites au monde industriel et aux entreprises qui ont envie d'innover dans ce secteur-là. Et puis aussi parce que l'ensemble des entrepreneurs, que nous accompagnons, veulent créer de l'impact. Ils veulent pouvoir répondre à toutes les transitions en fait qui nous attendent aujourd'hui, qu'elles soient environnementales, sociétales, même numériques, puisque on a tendance souvent à confronter l'industrie et l'industrie du numérique. Or, généralement, elles vont de pair. Et donc, nous, à Marseille Innovation, on essaie en tout cas d'accompagner le plus loin possible, en tout cas pendant 4 ans, les entrepreneurs qui veulent à la fois changer le monde, mais surtout répondre à ces différents enjeux. Les startups industrielles à Marseille Innovation représentent 15% de nos couloirs, ce qui est assez conforme à la statistique nationale, puisque je pense que c'est en 2021, les startups industrielles en France représentaient 12 à 15% aussi. Une autre donnée qui est importante, c'est que ces startups industrielles en France, on les retrouve à plus de 70% sur les territoires. Et nous, Marseille Innovation, en tant que structure de territoire, cela nous conforte dans l'idée de continuer à accompagner et inciter aussi, et avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit la French Tech, mais l'ensemble aussi des industriels déjà présents sur le territoire, de continuer à être incitatifs pour accompagner au mieux ces entrepreneurs. Parmi les startups que vous accompagnez, il y en a une avec nous, Ahmed Smali de Geno. Peut-être même la même question que celle que j'ai posée à Pierre-Emmanuel sur un peu le momentum. Est-ce que Geno, c'est plus facile aujourd'hui quand on arrive avec une réponse à une industrie qu'il y aurait quelques années ? Par rapport à Geno, nous, ça y est, un petit rappel par rapport au produit ce qu'est Geno, oui, absolument. Voilà, oui. Donc du coup, on développe des capteurs intelligents qui vont servir pour les véhicules poids lourds à éviter les obstacles en hauteur, à mesurer la cargaison qui se trouve sur le camion d'une manière automatisée et qui vont servir aussi pour tout ce qui est AGV, les petits robots qu'on trouve dans les entrepôts. Donc pour développer ce type d'acteurs-là, il fallait investir de notre part, c'est-à-dire pas mal de temps dans le développement de la partie hardware et de la partie software. Et pour cela, on s'est appuyé sur des financements qui provenaient de la phase d'amorçage, mais aussi on s'est basé sur s'appuyer sur des laboratoires publics qui, eux, ils ont bénéficié de financements publics dans le cadre de la réindustrialisation de la France. Et ça où c'est important pour nous pour pouvoir être compétitifs plus tard sur le marché et être en avance avoir une avance technologique considérable. Il fallait, pour nous, c'est important qu'on puisse bénéficier de cette infrastructure de recherche qui est disponible aujourd'hui sur le territoire. Voilà. Donc en ayant des financements
apporté par la réindustrialisation, par cette volonté gouvernementale de réindustrialisation, ça a été peut-être un peu plus facile aujourd'hui? Oui, effectivement, qu'avant. parce que là, on collabore par exemple, avec le CEA, avec le laboratoire LIT à Sophia Antipolis. Et sans ces infrastructures-là, on ne pourrait pas valider et tester c'est-à-dire le hardware qu'on a développé et avoir cette avance technologique pour pouvoir produire plus tard en France. Parce que ce qui est important pour nous, pour être compétitif et en même temps produire en France, il faut qu'on ait cette avance technologique-là par rapport à nos compétiteurs. Voilà. Guillaume Fievé, est-ce que le Made in France, ça aide la réindustrialisation? Oui, je pense, parce qu'il y a vraiment une sensibilité de plus en plus forte. Alors, le centre de Marseille a connu une concurrence étrangère très forte. On a ouvert, par exemple, à la Savonnerie du Midi, le musée du savon de Marseille, qui est un musée qui est intégré au processus de fabrication. Et on reçoit Marseillais, Provençaux, Français et touristes étrangers. Et ils découvrent comment le savon de Marseille est fabriqué, par qui ils discutent avec les ouvriers ou les opératrices. Et donc oui, je pense que le Made in France aide, dans le sens où le tourisme de savoir-faire est en plein développement, par exemple. Le Made in France, ça aide quand on est sur un sujet comme l'hydrogène. On a vu le président Macron dire qu'il voulait que Marseille soit la capitale de l'hydrogène. Oui, alors c'est vrai que, en dehors des annonces politiques qui sont très importantes pour nous au niveau européen, parce que du coup on a cette reconnaissance au niveau européen qu'on est un pays qui est tourné sur l'hydrogène, donc ça permet quand même d'avoir une vraie reconnaissance là-dessus et de pouvoir accélérer plus rapidement sur le marché. En parallèle, moi j'ai tendance à dire quand même qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même un pays d'ingénieurs. On est un pays de docteurs, on est un pays de très bonne qualité, que ce soit en chimie, en mécanique, etc. Et cette reconnaissance-là, elle nous permet de montrer en termes de dépôt de brevets que, en fait, on a des capacités à aller déposer de l'innovation. Et cette image-là globale de la France innovante, elle est de toutes les façons super intéressante pour nous en tant que start-up industrielle, parce qu'on montre que, en fait, on a un socle de connaissances, de laboratoires, on en parlait tout à l'heure, d'universités et surtout de formation, parce qu'on travaille avec des personnes qui sortent de formation, donc des ingénieurs, des nouveaux ingénieurs, des ingénieurs juniors, qui ont cette connaissance-là et qui vont permettre de faire accélérer la société. Donc le Made in France, il ne faut pas oublier que c'est aussi un Made in formation en France, et ce qui nous permet d'avoir une vraie crédibilité ensuite au niveau européen et international. Géno, même question. Oui, même problématique, même question aussi, parce que on est en train de miser sur le Made in France pour avoir plus de flexibilité, pour répondre aussi à des marchés à l'international. C'est beaucoup plus facile pour nous de produire en France. Et pour produire en France, il faut un socle technologique assez avancé pour pouvoir être plus compétitif. Et même si la production en France, elle coûte un peu plus cher que produire en Asie, par exemple, le fait d'avoir une avance technologique, ça permet de dissiper cette disparité financière. Et pour nous, c'est assez important aussi par rapport au financement qu'on est en train de recevoir ici en France, justifier, c'est-à-dire le fait de produire en France et de pouvoir être attractif pour des compétences qui sont en France et des talents qui sont positionnés sur le territoire français aussi. Voilà. Donc vous êtes plutôt bien accueillis. Avant de revenir, de reposer une question à Guillaume Fievé, Laurence Olivier, le rapport Start-up industriel, vous êtes au cœur du réacteur. Ça a changé? Ça a vraiment changé? Alors je rejoins totalement les propos de Pierre-Emmanuel sur le lien start-up grand groupe ou grands industriels. Bien sûr qu'il y a du mieux. Maintenant, il faut que les start-up que nous accompagnons soient prêtes aussi à comprendre en effet les enjeux des grands groupes. Il faut aussi que je reviens sur Marseille Innovation, qui est aussi une structure de territoire. Il faut aussi que le grand groupe ou que l'industriel présent soit en capacité aussi de décider en local pour pouvoir permettre à la start-up d'aller plus loin. Nous, à Marseille Innovation, on essaye de créer les opportunités et de créer ces partenariats industriels à la fois avec des grands groupes, sans oublier ce qui fait aussi la force vive du territoire, c'est-à-dire les PME, les PMI et les ETI qui souvent sont un petit peu plus agiles que le grand groupe
peut-être pas autant encore que la start-up, mais plus à l'écoute aussi et avec une véritable volonté de transformation. Quand le grand groupe, lui, est déjà dans la transformation, il a déjà des capacités, des centres de R&D, fait de l'innovation. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le grand groupe, en effet, va ouvrir ses radars, au final, pour aller détecter ce que font les start-up du territoire. Mais surtout, il ne faut pas oublier les forces vives économiques du territoire, qui sont souvent les PME, PMI et ETI, et qui sont généralement les premiers partenaires industriels de nos startups. C'est vrai que, je peux me permettre Oui, bien sûr, évidemment. Il y a une vraie volonté. C'est très important ce que vient de dire Laurence, parce que c'est vrai que moi, je le vois aussi beaucoup. Ça, c'est plus peut-être en tant que fondateur de la société, où on voit en fait des entreprises un peu, bien évidemment, pas aussi grandes que les grands groupes, mais qui, eux, ont vraiment une volonté de s'ancrer, de rester ancrés sur le territoire, avec cette vision qui est bienveillante. Je trouve que le côté bienveillant est beaucoup plus retrouvé dans les ETI, PME et du territoire. Il y a plus d'intérêts convergents, peut-être. En fait, et puis ils se disent, c'est trop dommage qu'on ait des technologies où on traverse une demi-heure, une heure de voiture, et on peut bosser avec eux. Et ils savent qu'en fait, ils n'ont pas envie de voir leur territoire. Ce sont des entreprises qui sont très attachées à leur territoire et qui se disent, pourquoi des petites belles boîtes, des belles pépites qui sont autour de chez nous vont partir ailleurs parce que justement on n'a pas été capable de les accompagner. Et surtout, ils voient aussi le fait qu'ils peuvent rater le coach de l'innovation avec ces startups qui sont juste à côté d'eux. Donc c'est vrai que c'est un point ultra important et l'évolution là-dessus a été est vraiment réelle et une grosse accélération récemment là-dessus. Toujours sur ce thème d'innovation et puis de rapport avec les grandes entreprises, vous êtes aussi le président de l'association qui regroupe les entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le savoir-faire industriel qui est à montrer. Le label demande aussi à ce que le savoir-faire, certes ancestral, ne s'exonère pas d'innovation. Comment est-ce qu'on fait ce parallèle ? J'aimerais rebondir aussi sur Bien ce qui a été dit. Nous, on est une PME, on est passé de 13 à 45 personnes à la Savonnerie du Midi. Moi, j'ai souvent une PME, elle ne sait pas délocaliser. C'est-à-dire, soit elle ferme, soit elle reste à fabriquer localement. Elle ne sait pas délocaliser, contrairement à des grands groupes qui, eux, délocalisent pour des logiques financières, etc. Donc effectivement, on est très ancré sur nos territoires. Et au sein de l'association Entreprise du patrimoine vivant de la région Sud, le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État. Il y a une centaine d'entreprises au niveau de la région qui sont labellisées. Et dans les critères d'attribution, de ce label attribué par l'État, il y a la détention d'un savoir-faire rare ou d'excellence. Voilà, donc dans le cas de la savonnerie du Midi, par exemple, ça va être la fabrication du savon de Marseille au chaudron selon ce procédé traditionnel. Mais l'aspect exportation et l'aspect innovation sont aussi pris en compte. Voilà. Ça va être de l'innovation dans le procédé et ça peut être dans l'innovation des produits aussi. Je pense que c'est vraiment important que les lignes bougent en permanence et on a une certaine agilité en tant que TPE, PME aussi à sortir des nouveaux produits qui vont dans le sens aussi du développement durable ou de l'écologie, parce qu'on a aussi besoin de sortir ces innovations pour se développer et survivre dans un monde qui reste extrêmement concurrentiel. Peut-être alors une question qui rejoint le début du débat, c'est le financement. C'est que c'est bien d'avoir des idées, mais ça se finance. Pierre-Emmanuel en sait quelque chose, entre autres, et puis j'imagine qu'Ahmed aussi. Laurence Olivier, sur le financement, Marseille Innovation a créé son fonds, notamment pour aider les startups sur la partie fonds propres. C'était indispensable et ça l'est encore plus quand on est sur des projets longs. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure finalement, c'est que la startup industrielle a un temps long. Est-ce que du coup le financement aussi c'est encore la pierre d'achoppement ? Alors oui, nous avons lancé notre fonds d'innovation en avril 2022 qui avait pour genèse en fait de renforcer les fonds propres des startups que nous accompagnons. Pourquoi renforcer les fonds propres ? Tout simplement parce que on a vu ces 10 dernières années arriver de belles innovations dans nos couloirs, mais souvent portées par des associés, enfin des entrepreneurs qui avaient pourtant une insuffisance de fonds propres. Donc l'insuffisance de fonds propres, elle empêche
la mise sur le marché, elle empêche l'accélération, elle empêche la commercialisation. Et il y avait en effet un trou dans la raquette à ce niveau-là. Nous ne sommes pas aujourd'hui les seuls à financer cette partie-là, mais on a rejoint l'ensemble de l'écosystème de financement, de l'innovation en amorçage, sauf que nous, on vient se positionner encore un petit peu plus en amont. Donc au moment où la société se crée, au moment où son produit est à peine commercialisable, pour donner le petit coup d'accélération et surtout faire l'effet de levier avec l'ensemble de l'écosystème de financement qui existe déjà et sur le territoire et sur le plan national. Donc l'objectif, c'était financer pour renforcer les fonds propres, accélérer et surtout faire effet de levier auprès de BPI, auprès du réseau Entreprendre et de l'ensemble des acteurs du financement. Et nous finançons exclusivement les startups qui ont un socle technologique avéré. Si on rejoint là nos échanges depuis tout à l'heure sur les startups industrielles, 30% des 12 startups que nous avons financées en 2022 sont des startups industrielles. J'ai volontairement enlevé le domaine de la santé, puisque les startups financées aussi par ce fonds représentent... la santé est représentée à hauteur de 25%, mais si on ajoute les deux, on arrive à 50% aujourd'hui de startups industrielles financées dans le cadre de ce fonds. Le financement, Pierre-Emmanuel, c'est toujours compliqué selon les phases de développement aussi. Si quelqu'un un jour répond non à cette question... Alors... je vais répondre un peu non au départ parce qu'on a quand même une chance en France. On a un financement, voilà, on a des initiatives locales. Donc on a parlé de Marseille Innovation. Moi j'ai la chance d'être président du réseau Entreprendre, le réseau Entreprendre comme c'est. Et puis il y a la partie accompagnement aussi. Oui. Donc il y a cet accompagnement et ce financement qui existe. L'État a quand même mis en place des outils de financement qui sont conséquents. Il y a le concours ILAB, il y a eu également toute la partie Deep Tech qui a été lancée par la BPI. L'ADEME aussi soutient. Et puis ça, c'était en amont de la crise finalement, donc il y avait déjà des outils Exactement. qui existaient. Et c'est pour ça que j'ai du mal à être critique sur le financement. La seule chose où moi je trouve qu'il y a un vrai gap de financement, il est lorsqu'on commence à dire je vais sortir mes premiers pilotes industriels. Et là, on peut plus travailler avec les business angels, ce qui est normal, ils ont fait leur métier avant. On peut difficilement travailler avec des fonds régionaux, même s'ils sont là et qui sont, par exemple, on peut citer Région Sud Investissement, qui soutient beaucoup d'entreprises sur le territoire. Et on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des belles boîtes. Mais après, on arrive sur des tickets d'entrée qui sont assez conséquents et une vision en time to market, donc excusez-moi l'anglicisme, mais avant d'arriver sur le marché, qui est assez long. Et là, à ce moment-là, ils n'ont plus les capacités de le faire et c'est normal, c'est plus leur métier. Et c'est là où pour moi, on parlait souvent de la vallée de la mort, la fameuse Death Valley, où est-ce qu'on en était. Pour une entreprise technologique, c'est qu'on n'est encore pas du tout rentable, on ne le sera pas avant 5 ans. Alors, je ne parle pas obligatoirement pour moi, mais moi, c'est le cas aujourd'hui. On ne sera pas du tout rentable à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on doit investir massivement dans l'industrie. Et cet investissement massif dans l'industrie, de manière honnête, aujourd'hui, ça je garde juste ma casquette IC Labs parce que je ne reprends pas obligatoirement que la French Tech, parce que la French Tech a été aussi aidée. Moi, sincèrement, je n'ai pas beaucoup d'acteurs français qui m'ont aidé. On travaille sur des levées de fonds assez conséquentes qui seront annoncées dans les prochaines semaines. Ces levées de fonds, je suis un peu déçu de ne pas avoir beaucoup de Français qui est autour de la table. Par contre, on a Péninsule Ibérique, Europe du Nord, qui ont cette volonté, qui savent, l'Allemagne, qui sait très bien investir dans les entreprises technologiques industrielles. En France, on a un petit gap à combler. Il y a des BPI quand même là, il y a quand même une vision, donc il faut pas, tout n'est pas noir, mais tout n'est pas non plus rose, j'ai envie de dire. On a quand même encore un peu d'amélioration à faire pour suivre ces superbes initiatives qui sont faites des initiatives de départ. Quand on parle de 30, 40 000 euros, 50 000 euros d'aide, c'est le top. Mais demain, on veut construire un démonstrateur à plusieurs millions, il faut quand même qu'en face, on ait des personnes. Et j'ai souvent tendance à dire, et ça c'est plus quand je reviens sur la vision French Tech, c'est de dire attention, on recherche du financement, mais on recherche aussi en face de l'expertise. Demain, un Marseille Innovation, malgré la qualité, un réseau Entreprendre, un French Tech, vous avez des gens de qualité en face. Mais savoir monter un outil industriel, arriver sur quelque chose, il faut qu'en face on ait un industriel, ou en tout cas une personne qui est capable de nous apporter, pas que de l'argent. Tous les accompagnateurs sur les territoires et pas qu'en région sud, c'est pour aider à arriver sur le marché, à rendre mature une solution, mais finalement c'est après,
On revient peut-être à la notion d'écoute et de vision aussi, c'est de savoir prendre des risques. On sait que le capital risque en France est quand même pas très, très développé. Il est compliqué. Oui, Ouais. c'est gentiment dit. Oui. Je suis politique aujourd'hui. Je vois ça. Et c'est peut-être ça finalement, outre le temps long, ce qui peut freiner la réindustrialisation, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut qu'elles arrivent jusqu'au bout. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Là. On a une entreprise compétitrice en Allemagne. Elle a autant d'années que nous d'existence. Elle a levé 75 millions d'euros. En effet. Voilà. C'est la même techno, on est même meilleur. 75 millions d'euros avec des grands acteurs industriels allemands qui, dès le début, ont réussi à le soutenir. Technologie issue de l'université. L'université a investi massivement dans cette technologie. Ensuite, il y a eu toutes les aides locales. Et derrière, on a des industriels qui sont intéressés et qui disent moi, pour 1 million d'euros, je préfère mettre un ticket, regarder ce qui se passe et je verrai ce qu'il en est. Aujourd'hui, il faut arriver à convaincre ces gens-là, de leur dire mais oui, mais ça marchera dans 3-4 ans. Oui, mais moi, est-ce que dans 3-4 ans, je serai encore là? Est-ce que je ne vais pas changer, etc. Donc, il y a c'est pas évident sur ce point-là. Voilà. Moi, je continuerai à me battre là-dessus maintenant qu'on on arrive à ce sujet-là. Et je sais que tous les acteurs locaux poussent cette volonté-là parce qu'évidemment, quand on met de l'argent dès le début, on a envie que cet argent, on le retrouve, en quelque sorte, pour aider les autres startups. Et quoi de mieux que d'essayer de sortir des belles boîtes industrielles pour qu'on arrive à récupérer un peu de financement local après. Très bien. Merci à tous les 4. Demain, Tech for Future est à Lyon. Merci à tous les 4. Merci.